Le gouvernement a pris une mesure cette semaine concernant surtout les enfants qui sont isolés, les parents qui n'ont pas pu travailler, parce que les enfants maintenant ont été ou seront en isolement, auront le droit jusqu'à 10 jours à ne pas aller travailler et à recevoir tout leur salaire. Comme chaque mercredi, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors ensemble, nous allons survoler la revue de la presse économique que vous avez préparée. Quels sont les grands sujets à l'ordre du jour ? On va parler, je pense, parce que c'est effectivement presque récurrent au nuit présent dans les pages économiques, du budget de l'État qui approche et des programmes, des différentes clauses de ce budget de l'État préparé par le ministre des Finances, Avigdor Lieberman. Oui, effectivement, il y a quelques jours, le ministère des Finances a présenté les grandes lignes du budget, surtout, d'ailleurs, pas vraiment du budget, mais des mesures qui accompagnent le budget. Nous l'avons dit plusieurs fois ici, mais je voudrais le répéter ici. Un budget en Israël, d'une année à l'autre, ne varie pas tellement au point de vue des chiffres, 10%. Il y a des fois des mesures qui sont prises pour tel ou tel secteur. Ce qui est souvent important, ou qu'il était en tout cas auparavant, ce sont les mesures qui accompagnent le budget qu'on appelle Chok HaHesderim. C'était une façon pour le ministère des Finances de faire passer des réformes, souvent d'ailleurs douloureuses, qui auraient été le fruit d'un long débat, et c'était une façon pour eux d'y aller plus vite. Maintenant, de toute façon, même cela a été critiqué par le passé, non pas seulement par le président de la Knesset, mais par la Cour suprême, en disant qu'il faut réduire au minimum les réformes qui accompagnent le budget dans justement ce Chok HaHesderim dont je viens de parler, parce que ce n'est pas quelque chose de démocratique. Il faut comprendre que quand il y a des lois qui sont promulguées, il y a un débat, et dans un débat, il y a souvent des gens du secteur ou intéressés ou autres qui vont venir et qui vont apporter des arguments. À partir du moment où on le met comme une ligne dans un Chok HaHesderim accompagnant le budget, il n'y a pas le débat qu'il doit y avoir dans la commission où il faut à la Knesset, et ça donne des fois des mauvaises lois. Donc, ce qui était important, donc, à côté de ce budget, c'est 3 grandes mesures que le ministère des Finances a proposées. D'abord, le grand problème pour le ministère des Finances, et ça a été la moitié des 300 pages qui ont été consacrées justement aux grandes réformes qu'il voulait faire, c'est le problème du logement. Il veut faire une réforme qui permettrait de construire plus vite et d'autres choses. Maintenant, il a dit, par exemple, une des mesures qu'il voulait faire. Bien que Lieberman avait annoncé qu'il n'y aurait pas d'augmentation des impôts, justement dans cette réforme-là, il est prévu d'augmenter de 20% l'Arnona, c'est-à-dire les impôts fonciers que les gens payent, pour ce qui concerne les habitants, et de baisser de 10% pour les entreprises. Mais c'est une augmentation des impôts indirects. Et donc, c'est un problème de dire d'un côté, on n'augmente pas les impôts, et d'un autre côté, de faire augmenter, de demander la Arnona. Maintenant, ça c'est donc concernant l'immobilier. Il y a une autre chose qu'il a voulu faire aussi, c'est dire qu'on veut augmenter énormément les importations pour pouvoir faire baisser les prix en Israël. Et donc, il se suffirait de ce qu'on appelle l'Europe, de ce que l'Europe permet, pour dire en Israël, tout ce qui est permis en Europe est permis en Israël. Là aussi, ça peut être le fruit d'un débat, et il faut peut-être pas voir seulement uniquement au point de vue de l'argent. Pour revenir d'ailleurs à l'immobilier, souvent, il faut comprendre que des chefs de ville s'opposent à ce qu'il y ait trop de construction chez eux, parce que ils disent, vous construisez beaucoup, mais après il y a la qualité, il faut mettre des espaces verts, il faut réfléchir à tout, c'est pas uniquement de vendre des appartements. Il y a effectivement des terrains entiers dans le Negev, dans le Galil, qu'il serait bien de le développer, mais généralement, lorsqu'on parle de ces réformes-là pour l'immobilier, c'est surtout dans les villes, et ça leur pose un problème, et c'est pas évident, il n'y a pas des méchants et des bons ici, et donc c'est très important qu'il y ait un débat. Une troisième chose que je voudrais dire, il y a une réforme concernant l'âge de la retraite des femmes, que depuis des années, elle ne bouge pas. Le ministère des Finances veut, à cause de l'augmentation d'espérance de vie des femmes, augmenter l'âge de départ de la retraite des femmes en Israël. Pour l'instant, je vous rappelle, pour les hommes, c'est 67 ans. Ça a d'ailleurs été décidé une fois en une nuit. Et pour les femmes, c'est 62 ans. Le ministère des Finances dit les femmes vivent
plus longtemps et mieux. Donc, je voudrais faire monter de façon graduelle ça à 65 ans. Encore une fois, je pense pas que cette réforme va passer comme ça. Déjà, un des composants de la majorité, le Parti travailliste, a dit qu'elle ne laisserait pas passer cette réforme si le cas des femmes, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des métiers qui étaient pas très bons ou qui, elles, ont eu des métiers très pénibles, et demander encore à eux de passer 3 ans en plus, c'est un problème. Et donc, tant que ce problème ne sera pas résolu, je ne crois pas qu'il y aura une augmentation de l'âge de la retraite des femmes. Et donc, encore une fois, il faudra suivre ce qui se passe, mais il y a eu là des intentions, il faudra voir, et nous le ferons ici, qu'est-ce qui se passera dans l'avenir. Alors, est-ce que on peut dire un mot sur l'aspect économique de la mesure très controversée d'Avigdor Lieberman qui est censée toucher en priorité le public orthodoxe? On en a parlé avec le docteur Léa-Lévy, on en a parlé avec d'autres intervenants, on a parlé surtout de l'angle du coût que cela risquait de porter à la communauté orthodoxe. Quel est l'apport économique d'une telle mesure? Est-ce que effectivement cette mesure peut faire gagner ou au contraire risque d'avoir un impact négatif sur l'économie? J'ai lu hier un article très intéressant dans Démarquaire d'une journaliste qui est d'ailleurs connue comme un journaliste économiste de gauche qui est souvent contre le public orthodoxe et donc il ne passe uniquement point de vue économique. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Cette mesure est censée pousser les hommes du monde orthodoxe à aller travailler. Or, elle dit qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, ce qu'on appelle le ptor, le fait que des gens qui étudient à la yeshiva, la dispense de ne pas faire l'armée est à 24 ans. Peut-être, il parle de le faire baisser à 21 ans, justement pour pousser plus de gens dans le public orthodoxe qui ne voudraient pas étudier la Torah, de pouvoir aller dans la vie active et donc pour l'économie et pour eux-mêmes ça serait peut-être mieux qu'ils aient le choix de le faire. Elle dit qu'il y a eu quelque chose qui avait été fait à l'époque, justement une mesure beaucoup moins forte d'ailleurs au niveau de Netanyahou en 2013, où il y avait un peu moins d'argent qui avait été donné justement pour le public orthodoxe à ce moment-là. Et il y a eu une petite hausse de demande des emplois. Mais elle a dit maintenant, comme c'est toujours 24 ans qu'il y a pas cette dispense, elle pense que, point de vue économique, il n'y aura pas d'impact. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'ils pensent faire que les gens vont sortir, c'est qu'elle pense que s'il n'y a pas tout de suite l'autre mesure qui va se faire, et je crois que la mesure concernant la dispense viendra après. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il n'y aura pas ça, et donc ça obligera les femmes à ne pas aller travailler, ce qui sera le contraire de ce que je pense que le gouvernement voulait faire. Donc, même dans les rangs, on va dire, de la presse de plus à gauche, oui. on trouve des critiques. Oui, économique, oui, que c'est exactement. Alors, on va aborder un autre sujet avec vous. On va parler des mesures qui sont prises au niveau, vu qu'on parle du rebond de l'épidémie, sur le plan économique. Comment ça se traduit au niveau, comment va-t-on faire pour aider les familles qui, à nouveau, c'est-à-dire il y a de plus en plus de contaminés, de gens en quarantaine. Comment doit-on gérer ça alors qu'on pensait qu'on avait déjà réglé tout ce problème? Oui, j'ai lu d'ailleurs, vous parlez de non-contaminés, que ce matin dans la presse qu'on parle à fin juillet de 10 000 personnes qui seraient en isolement, donc c'est important. Le gouvernement a pris une mesure cette semaine concernant surtout les enfants qui sont isolés parce qu'ils n'ont pas encore eu Pfizer. Et ils ont décidé la chose suivante, que d'abord, les parents qui n'ont pas pu travailler parce que les enfants maintenant ont été ou seront en isolement auront le droit jusqu'à 10 jours à ne pas aller travailler et à recevoir tout leur salaire. Il avait été prévu d'ailleurs que ça serait à moitié subventionné par l'État et à moitié subventionné par les entreprises ou les indépendants. Donc, elle a voulu accompagner donc cette mesure pour aider les gens. Elle a dit autre chose, que de toute façon, tout ce qu'elle avait décidé jusqu'en juillet, vu le rebond que vous avez noté, est fait jusqu'à octobre 2021. La seule chose qu'elle a fait encore, et ça peut-être c'est contestable ou pas, ça dépend ce qu'on veut, elle a dit que ceux qui n'ont pas reçu le Pfizer, les parents ne recevront que 75% de ce qu'ils pourraient recevoir
pour les inciter justement à aller eux-mêmes recevoir la Pfizer. Effectivement. Alors, on parle beaucoup plus qu'on parle de l'épidémie, on parle beaucoup de la grève du personnel des hôpitaux. Il s'agit essentiellement des internes qui se plaignent de longues Toranou, de leur longue permanence. Quel est l'impact économique de cette grève ? Je vous admire quand vous avez dit on en parle beaucoup. Moi, je crois qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai, vous avez raison, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire, moi, j'en ai entendu parler depuis une dizaine de jours, et c'est vrai qu'effectivement, par rapport à ce dont on devrait en parler, bien, on n'en parle pas beaucoup même dans la presse israélienne. Parce qu'on a fait beaucoup de choses pour le corona. On a énormément donné de l'argent, et notamment le ministère des Finances avait fait 200 postes dans justement le personnel administratif et le personnel qui est chargé de faire vivre les hôpitaux, y compris les hôpitaux psychiatriques et gériatres. Il faut comprendre, il s'agit des gens qui sont chargés par exemple du nettoyage et d'aider les gens qui ne peuvent pas eux-mêmes se laver ou des choses de ce genre. Or, c'est ces gens-là qui sont à bout et à qui on veut maintenant encore enlever 200 postes. Ça a été à l'origine de la grève d'hier et c'est, je crois, très problématique. Mais pas seulement ça. Le ministère de la Santé, les employés du ministère de la Santé, 3 500 plus des 30 000 dont on vient de parler, ont décidé hier de faire grève aussi en disant, nous, depuis 2018, il y a une négociation avec le ministère des Finances pour une augmentation de salaire et surtout des postes, encore une fois, qu'on n'a pas assez de postes ici. Et le ministère des Finances avait promis au tribunal du travail de faire avancer vite la négociation. 2018, 2021, rien n'a avancé. Et donc, c'est un grand problème que, je pense qu'on voit d'autres dépenses qui sont faites maintenant par ce gouvernement et qu'au niveau de la santé, qui nous concerne chaque personne et surtout des personnes qui sont faibles, pas tout n'est fait par le ministère des Finances pour que ces problèmes s'arrangent. Alors, on va terminer avec un dossier qui concerne la localité, la ville de Rosh Haïn, où apparemment il y a des protestations concernant... elle a été condamnée à une amende de 3 millions de shekels pour avoir mis sa population en danger en faisant des travaux à base d'amiante. Oui, vous me dites souvent, je parle d'économie, un peu de social, mais tout est lié. Ça figurait d'ailleurs dans les sites économistes de la presse financière. Il y a eu, en 2019, la Rosh Haïn fait des travaux d'installation concernant les égouts dans sa ville. Des égouts dont tout le monde sait qu'il y a de l'amiante là-bas, qui était fait à partir de l'amiante. Elle devait changer cette installation. Or, tout le monde sait que l'amiante est très dangereuse pour la santé, ça donne des cancers, et de façon sûre, c'est même plus dangereux que le corona. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Celui qui était chargé donc de faire ce travail-là est venu dire à la ville, moi je n'ai pas le droit de faire ce travail, parce que le ministère de l'Environnement dit que ceux qui peuvent faire ce travail, d'enlever des tuyaux où il y a de l'amiante, c'est extrêmement spécialisé. Elle doit donner une permission spéciale et il n'y en a que 3000 qui donnent de permissions comme ça par an, etc. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la ville de Rosh Haïn et celle qui est chargée de l'eau, ça s'appelle Tagid Maïm en hébreu, elle est allée demander à quelqu'un d'autre de faire ce travail. Ce travail n'a pas été bien fait et il y a eu plein d'amiante, des morceaux d'amiante qui ont été donnés devant les maisons des gens à Rosh Haïn. Et donc, le ministère de l'Environnement est allé voir et elle a fait une inspection, elle s'est rendue compte de cette problématique et elle a elle a fait condamner. Donc aujourd'hui, ça met un certain temps, la ville de Rosh Haïn a été condamné, comme vous l'avez dit, à elle et le Tagid Maïm, à 3 millions de shekels d'amende, ce qui était très important. Et j'appelle aussi aux gens qui verraient dans leur endroit, quelque chose qui leur paraît, point de vue environnemental, qui serait problématique, ils peuvent immédiatement alerter les services. C'est un bienfait qu'ils font pour eux et pour la communauté autour d'eux, et il faut faire très attention à ces choses-là et ne pas croire que tout fonctionne comme devrait fonctionner.